Oui, bonjour. J'ai un point qui me gêne énormément, que j'ai trouvé dans le journal du CA d'ailleurs, et que vous avez repris, c'est que vous dites que le prix de l'hydrogène produit par reformage de CH4 est autour de 4 € le kilo. Et ça s'est dit dans le papier que j'ai lu du CA, en tout cas il me semble l'air. Or, ce prix qu'on prend à peu près du CH4, on peut faire une technique, c'est inférieur à l'euro par kilo en CH4. Donc le prix réel de l'hydrogène produit industriellement, actuellement, est autour de 1,5 €. Et dans le même papier, il est dit à peu près que le prix de l'hydrogène obtenu par électrolyse est entre 4 et 5 €. Et effectivement, les prix actuels sont largement supérieurs à 10 €. Donc, je suis extrêmement surpris et choqué de voir dans des articles du CEA écrit des choses aussi fausses. J'ai les références, je peux vous les trouver. Hein. C'est un article qui est écrit d'ailleurs par votre directrice de laboratoire. Si je peux répondre rapidement. Rapidement, ma directrice écrit pas là. Micro. Oui. Le micro. Non, je ne pas pour la caméra. Micro. Je vais parler fort. Je crois que c'est un article récent qui est d'une journaliste, pas de ma directrice, qui a repris les propos de oui, mais par une journaliste du CEA. C'est une copie, donc on fera un erratum. Hein, mais aujourd'hui, il est écrit partout et c'est dit tout le temps que le prix de production de l'hydrogène par le fossile, c'est de l'ordre de 25 € le kilo. Et d'accord. Et 4 € aujourd'hui, potentiellement sur des grosses unités, type ThyssenKrupp, pour la partie électrolyse. Et sur de l'électrolyse de territoire, on va dire, à les plus petites échelles, on est effectivement plutôt vers 10-13, si vous voulez. Oui, moi je voudrais quitter un peu le domaine prix économique en général pour poser deux questions. Premièrement, je n'ai pas compris quand vous parlez de véhicules hydrogène, si le moteur qui fait marcher ça, c'est une pompe, une pile à combustible ou un moteur à explosion. Voilà, donc c'est la première question. Et la deuxième question, elle est toute simple. Est-ce que vous oseriez mettre une voiture avec un réservoir d'hydrogène dans votre garage ou dans un parking souterrain? Alors, donc la première réponse, la première question, c'était le véhicule, est-ce que c'est un moteur à combustion à hydrogène ou un moteur électrique finalement? Alors, il y a eu les deux essais depuis 15 ans. BMW a essayé de développer un véhicule à hydrogène par moteur à combustion interne avec un réservoir d'hydrogène liquide. Ils ont arrêté au bout de 10 ans pour deux raisons. La première, c'est que le réservoir d'hydrogène liquide n'était pas géré. Ils auraient très bien pu mettre de l'hydrogène sous pression, ça c'est pas grave. Côté moteur, en fait, on n'a pas avancé parce qu'on a des problèmes d'auto-allumage. L'hydrogène est un matériau très réactif, donc quelque part dans le moteur, si les calages ne sont pas bien faits, il se peut passer des auto-allumages et ils n'avaient pas de réglage. Donc ils ont considéré très rapidement que ce n'était pas gérable au plan de la maintenance de véhicules de ce type-là. Donc tous les véhicules dont je parle sont des véhicules électriques, on parle d'électromobilité à hydrogène. Et d'ailleurs, on pense que pour certains usages intensifs et type poids lourd, véhicules lourds et compagnie, on aura une hybridation batterie hydrogène. Il y a quasiment peu de systèmes qui n'utilisent pas au moins une batterie pour la peine de puissance. Donc on va aller vers l'hybridation un peu nouvelle entre batterie et hydrogène avec des ratios qui vont dépendre des missions qui seront confiées aux véhicules. Ça c'est la première réponse. La deuxième question c'était sur la sécurité. Alors l'hydrogène est utilisé industriellement. Je ne fais pas de réponse alors qu'il ne va pas totalement vous satisfaire, mais industriellement depuis plus de 60 ans. Dans beaucoup d'industries. Aujourd'hui, je crois que le nombre de morts se chiffre à moins de 10 sur toute la période. Le nombre de quoi? De morts par hydrogène. Si je prends le gaz naturel, vous savez combien il y a de morts par an en France sur le gaz naturel? 20 par an. Ça ne veut pas dire que l'hydrogène c'est mieux que le gaz, c'est pas ce que je veux dire. Si je vais dire que c'est une question de maîtrise, c'est une question de non, c'est rapporté une question de maîtrise. Aujourd'hui, on a eu la malheureuse dépense du GPL, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre en France. Aujourd'hui, les réservoirs ils sont conçus pour présenter le maximum de sécurité en prenant en compte tous ces retours d'expérience qu'il y a eu sur les véhicules gaz naturel et compagnie, GPL. Le risque zéro n'existe jamais, hein, donc clairement, c'est fait question d'occurrence. J'en travaille dans le nucléaire et compagnie, ça comment ça fonctionne. Donc globalement, aujourd'hui, oui,
oui, il y a des véhicules qui se disent avec un réservoir à 700 bars d'hydrogène dans le coffre, entre la banquette arrière et le coffre. On travaille sur des solutions où on puisse fractionner les compagnies, mais tous les véhicules, juste une petite anecdote quand même, les pompiers, qui sont naturellement, puisque les véhicules circulent sur les routes, ils sont passés au mille, les véhicules hydrogène qui circulent en France. Donc ils ont l'autorisation de rouler partout. Alors, il y a uniquement des parkings privés, des gérants de parkings privés qui interdisent à certains types de véhicules de rentrer dans le parking. Parce que c'est un domaine privé. Sur le domaine public, les tunnels et tout, le passage au mine fait qu'ils sont autorisés. Ce que je veux dire, c'est que les pompiers qui ont travaillé sur le problème du risque hydrogène, ils préfèrent très largement combattre un feu de véhicules hydrogène qu'un feu de véhicules gaz naturel, et je ne vous parle pas des batteries. Donc il y a un risque sur tous les vecteurs. Il y a un risque sur tous les vecteurs. Après, c'est la technologie qu'on met en œuvre et le sérieux qu'on met dans le développement de la technologie. Il y a un fusible thermique, c'est-à-dire que s'il y a le feu dans un véhicule hydrogène, il y a un thermique qui se déclenche pour que l'hydrogène parte vers le haut, échappe et en fait brûle quasi instantanément. On a eu la chance, c'est un matériau très réactif, donc qui est plus réactif que beaucoup d'autres. Donc il y a des conditions d'explosivité qui sont plus probables que les autres. En même temps, c'est un gaz qui est très volatile, donc il se dissipe très vite dans l'atmosphère. Il faut jouer sur toutes les paramètres physiques des molécules. Et là, pour le coup, on a de la chance. Et toutes les études de dangerosité sont faites. Je ne vous dis pas que le risque zéro, et on l'atteint. On ne l'atteint jamais. Mais globalement, voilà, c'est un risque. Après, j'entends qu'au niveau acceptabilité, le fait d'avoir un réservoir de 700 bars sur les fesses, ça peut faire partir certaines personnes. Il y a beaucoup plus des gens qui ont une connaissance scientifique et technique que des personnes de là. C'est une réflexion qu'il faut avoir et sans arrêt avoir. Le risque, c'est pas tellement les incendies de véhicules, le risque, c'est ce que vous dites, c'est que y a des fuites d'hydrogène et qui se mettent par exemple dans une enceinte fermée, il suffit de quelques centaines de bars pour faire une sacrée belle explosion. Et c'est pas du tout pareil de comparer des installations industrielles qui sont vérifiées avec des gens expérimentés qui les utilisent, et que de mettre des véhicules entre toutes les mains. Parce que quand vous avez 700 bars, vous rechargez à 700 bars, à force, chaque fois que vous mettez je sais pas ce que ça sera pour recharger, la centième fois que vous rechargez, il y aura peut-être un petit jeu. Alors donc il faudra vérifier tout ça. Je pense qu'on trouvera des solutions pour la sécurité, mais tout ça c'est des coûts, c'est des choses, il y a de l'apprentissage, il faut vraiment voir ça dans la durée. Je vous renvoie quand même sur le remplissage. Aujourd'hui, les GLP, il y a 200 bars, personne ne pose la question de savoir si la canne est bien mise. Il y a 200 bars, c'est comme à 700 bars. Si la canne est mal mise et qu'elle part, il faut être. Ouais. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas masquer les risques, on les a clairement au contraire, il faut absolument les afficher et les traiter. C'est bien, il y aura des solutions. 5, ouais. Mais c'est le verdissement de l'énergie. Quand vous disiez que le bilan environnemental dans une station-service en Allemagne, si vous faites de l'électrolyse, avec le ratio de 20%, et une production d'électricité à moitié à partir de charbon, je peux vous garantir que le bilan environnemental il est vraiment bien moins bon que le vaporeformage. Oui, si vous permettez, moi je voudrais revenir aux questions économiques, parce que je crois que c'est quand même le problème fondamental. Les problèmes techniques sont importants, mais je pense qu'il y a des solutions. Ce n'est pas ce qui est bloquant aujourd'hui. Ce qui est bloquant, c'est qu'on est très loin d'arriver à avoir une équation économique qui soit équilibrée. Alors la discussion est difficile parce que vous utilisez systématiquement des données qui sont extraordinairement biaisées, bien qu'elles soient placées sous l'étiquette du CEA. Que ce soit le prix du mégawattheure, que ce soit le prix des électrolyseurs. Les électrolyseurs aujourd'hui, dans la gamme 1 à 5 MW, c'est 2000 € du kilowatt installé, c'est pas 400. Et de même, le prix de vente de l'hydrogène, votre référence est tout à fait contestable. Alors, ça m'amène à deux questions. Premièrement, le prix de l'électrolyseur est un élément important dans le prix de revient. Et pourquoi est-ce que dans votre marketing de l'hydrogène, vous faites systématiquement le lien hydrogène-énergie renouvelable, alors que vous ne nous en sortirez pas si vos électrolyseurs ne tournent pas 7000 heures ou 8000 heures par an? Bon, alors donc, où allez-vous chercher de l'électricité disponible 7000 ou 8000 heures par an avec des énergies intermittentes? Je rappelle quand même que la production d'hydrogène, lorsqu'on a lancé le programme nucléaire, était un objectif. Moi, je dirigeais la CGE à l'époque, vous
faisait des recherches sur les électrolyseurs, financés par EDF, seulement on est parti dans la mauvaise voie. Bon, donc il faudrait peut-être y revenir. Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que dans ce panorama, vous vous obstinez à vouloir soutenir la thèse de l'hydrogène über alles partout sur tous les créneaux de la planète, alors qu'il se peut qu'il y ait des créneaux où l'hydrogène va se placer plus facilement. Mais dans tout ce que vous avez décrit, on voit bien que, comme Étienne Becker l'a souligné, on est extrêmement loin de la compétitivité. Donc pourquoi vouloir essayer de faire croire que l'hydrogène peut satisfaire tous les besoins, alors qu'il y a peut-être des créneaux, comme les navires, les trains, les gros poids lourds, etc., où il va se placer plus facilement. Ça m'étonne de vouloir avoir une stratégie de domination de l'hydrogène, alors qu'on est si loin d'avoir équilibré l'équation économique. J'ai dû effectivement très mal m'exprimer, parce que, je l'ai dit plusieurs fois, l'hydrogène il est un complément de toutes les autres solutions. On parle de boîte à outils, c'est un des outils de la boîte à outils, et j'ai jamais voulu le caser partout. Il se trouve que sur tous les usages dont on parle, effectivement, il y a du potentiel, pas sur tous les véhicules, pas sur toutes les voitures. Ça devient un peu pénible ce débat sur le coût des électrolyseurs, parce que je pense que vous êtes tous effectivement tous les jours sur votre base de données le coût d'électrolyseurs. Donc renseignez-vous, les prix baissent régulièrement, comme le prix des batteries baisse régulièrement, et ça je pense que beaucoup plus de gens les regardent aujourd'hui. Donc clairement, non, les prix aujourd'hui qui sont affichés, ce sont des prix. L'étude qu'on a faite, les paramétriques, alors j'ai pas eu le temps, hein, on avait un créneau qui était court pour présenter, l'étude paramétrique, on est parti sur l'électrolyseur de 4 000 € du kilowatt à 500 € du kilowatt. Donc c'est paramétrique, vous faites ce que vous voulez avec, c'est paramétrique. Donc je n'impose pas un point de vue, je dis c'est comme ça, et aujourd'hui du 500 € du kilowatt, vous en trouvez commercialement. Vous pouvez dire ça n'existe pas, ça existe. Je vous envoie 10 seuls groupes, appelez-les, monsieur, je voudrais répondre au responsable technique qui gère ça, et vous en avez à ce prix-là. J'ai pas dit installé, si vous pouvez écouter la réponse, j'ai pas dit installé parce que je m'affecte en installation, dans mon étude, qui va de 1,8 à 1,5 et compagnie. Donc c'est pas bien installé, c'est sorti du film. Donc après on peut critiquer les données, les hypothèses, tout ça. On a mis en place une méthode avec l'ADEME, elle est contestable, vous la contestez, mais en même temps, dites pas que ce qu'on raconte, c'est du pipeau. On a pris les chiffres qui sont chez les industriels, on a fait travailler avec les industriels, avec les qualités territoriales. Donc, le fait que les coûts des électrolyseurs baissent, c'est une chose. Le prix de l'électricité, on a encore été honnête, on a pris une variation, on a fait l'étude de sensibilité au prix de l'électricité, entre 20 et 120 € du mégawattheure. Si vous voulez prendre 70, 80, 110, vous prenez 110, vous cherchez le prix, vous l'aurez. Il est peut-être à 5, il est peut-être à 7, et vous aurez vos résultats. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que sur certains cas qu'on a regardé précisément avec des territoires, des industriels, des gens sérieux, on arrive sur certains marchés à effectivement trouver un hydrogène moins cher en industriel que ce qui est fourni par Air Liquide. Tant et si bien, je peux vous le dire, qu'aujourd'hui, quand Cofeli, je vais citer les gens, vont chez un industriel qui consomme de l'hydrogène en disant moi je peux le faire à 8 ou 10 € du kilo, tu l'achètes aujourd'hui 22 € du kilo, la semaine suivante, Air Liquide est chez le client en question en disant moi je peux le faire à 600. Voilà, c'est comme ça que ça marche l'hydrogène. Il n'y a pas de cours de l'hydrogène. La dernière question. Oui, alors en fait, une très courte qui rejoint un peu ce qu'a dit M. Jusson. Vous avez dit que vous feriez essentiellement, vous utiliseriez les énergies renouvelables pour le courant. Moi, je ne vois pas pourquoi on n'utilise pas le courant nucléaire en heure creuse. Alors, ça, c'est plus sûr, c'est la première question. Deuxième question. Il y a eu 3 belles explosions en hydrogène à Fukushima, qui montrent bien, et c'était 3 explosions hydrogène, pas nucléaire. Donc il y a vraiment un risque, et je pense qu'il faut au moins quelque chose comme l'autorité de sûreté nucléaire qui s'occupe de l'hydrogène. Donc, il y a effectivement... Elle s'en occupe déjà, puisqu'il y a une tonne d'hydrogène sur chaque tranche nucléaire aujourd'hui. Oui, autrement dit, est-ce que l'ASN aura la possibilité d'aller vérifier toutes les installations? Alors, deux choses. Je pense qu'il y a eu un amalgame. J'ai précisé au début de mon exposé que le ministère de l'écologie, M. Hulot, avait souhaité mettre en perspective l'hydrogène dans le cadre de la montée en puissance des énergies renouvelables. Je suis chairman du groupe production d'hydrogène par nucléaire dans GEN 4. Donc j'ai pas de problème pour traiter l'hydrogène par nucléaire, j'ai pas de souci. Et j'ai jamais dit que ça ne serait pas par nucléaire. Il se trouve que dans le cadre du plan, et je transcris uniquement ce qui a été fait dans le cadre du plan, c'était l'objet de la présentation, il a été demandé de mettre en priorité de l'hydrogène renouvelable. J'ai pas de souci avec le nucléaire. Moi je dis, je travaille dessus avec les Japonais, les Sud-Africains, les Chinois, les Coréens et les Américains, les Canadiens pour produire l'hydrogène par nucléaire, et c'est sûrement une bonne solution, et je n'ai pas de souci par rapport à ça. Le développement de l'électrolyseur de température, dont j'ai parlé à un moment, ce investissement, est né au CEA, et c'est moi qui l'ai lancé,
dans le cas de production d'hydrogène par nucléaire. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc il n'y a pas de refus. Après que le ministère ait mis une certaine couleur, ça c'est son avis, je présente le plan, je présente la façon dont le ministère va aborder le problème. Mais par le nucléaire, on aurait des coûts qui seraient à peu près équivalents à ce qu'on a par le renouvelable. J'ai pas de souci. Et la SN va s'occuper de l'hydrogène. Alors le risque nucléaire, la SN, donc, comme je vous le disais, sur chaque centrale nucléaire, au niveau de bâtiment électrique. Le risque hydrogène, Oui. le traiter aussi sérieusement que la SN fait pour le nucléaire. Moi je viens de procéder d'intention. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne traite pas aussi sérieusement? C'est la question que je pose, est-ce qu'il y a une autorité sur... Ce que je vous dis, c'est que, donc je vous fais réponse, sur une centrale nucléaire, il y a 1 tonne d'hydrogène pour le refroidissement des paliers et des chaudières. Pas ça. Attendez. Il faut le voir dans tous les garages. Non, pas les aussi. Et donc, globalement, le risque, l'équipe, il y a une équipe sur laquelle s'appuie Air Liquide pour développer ces nouvelles installations d'hydrogène, c'est la Sacrée qui a fait un travail d'ailleurs sur les garages, entre autres, et qui est chargée depuis 40 ans de travailler sur ce risque d'hydrogène à proximité de centrales nucléaires. Donc c'est pris en considération. Si je peux me permettre, il y a un risque encore plus grand, c'est de faire exploser le timing. Et je crois qu'on est mal parti. Donc, je vais passer la parole à M.